Bonjour, on se retrouve pour cette deuxième partie du cours sur le chapitre 4, les sociétés à l'âge industriel. On commence par un titre à écrire, Grand 3, les bouleversements de la société. Attention, si vous débarquez et que le début de votre chapitre c'est directement le grand 3, c'est qu'il vous manque la première partie. Donc faites bien attention, on avait écrit chapitre 4, on avait écrit un grand 1, un grand 2, et maintenant on est sur la deuxième partie. Donc s'il vous manque le grand 1, le grand 2, hop, vous coupez la vidéo et vous allez chercher sur Arsène, sur YouTube, sur Pronote, là où vous voulez, la première partie. On commence avec ce tableau qui s'appelle Pluie, vapeur, vitesse. Alors, il a été peint par William Turner, que vous ne connaissez peut-être pas et qui pourtant est quelqu'un de très connu au Royaume-Uni, peut-être autant que Picasso pour nous, par exemple. Donc, ce peintre, il a voulu représenter une locomotive qui est lancée à pleine vitesse. Donc, cette locomotive, elle passe un pont qui enjambe la Tamise. Alors, je vais vous montrer avec mon petit pointeur laser. Donc ici, en fait, vous avez un fleuve, la Tamise, hop, et puis là, on distingue un pont, et on s'imagine, bon, il faut vraiment se l'imaginer, ici, on voit une arche, de la même manière que ici, vous avez une arche. Donc en fait, notre locomotive, elle est bien sur un pont qui traverse la Tamise. Un petit détail qui nous confirme qu'on est bien sur une Tamise, est-ce que vous le voyez? Alors, ne regardez pas mon pointeur, est-ce que vous voyez ce petit détail qui confirme qu'on est bien sur l'eau? Oui, très bien, vous l'avez vu ici, le petit bateau avec deux pêcheurs. Donc, cette locomotive, elle est lancée à pleine vitesse et on a vraiment une impression de vitesse qui va se dégager du tableau avec ce flou. En fait, pourquoi est-ce que le peintre a voulu tout représenter en flou? C'est pas parce qu'il savait pas peindre, c'était parce qu'il voulait montrer que tellement ça va vite, c'est impossible pour le peintre de peindre de manière nette. D'accord? Donc en fait là on devine le devant de la locomotive avec un nuage épais tout autour, et puis ici on voit le feu là, qui va permettre de lancer la machine, qui se distingue. Donc la première invention qui va bouleverser un petit peu les sociétés, ça va être la découverte de ces machines toujours plus performantes, qui font énormément de bruit, qui sont très bruyantes, odorantes, rappelez-vous les impressions, les sensations qu'on avait vues dans la première partie. Et donc cette vitesse va bouleverser les sociétés. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir, à partir du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, vous voyez là on est en 1844, c'est à peu près le moment où ça va être un boom sur le chemin de fer, il va y avoir de plus en plus de rails qui vont être posés, donc de chemins qui vont pouvoir, de trains qui vont pouvoir circuler. Ben, on va rapprocher les gens. C'est-à-dire que vous allez avoir sur la France par exemple, au lieu de mettre, je sais pas moi, 2 jours pour faire Paris-Marseille, ben avec un train, une locomotive à vapeur, vous pourrez mettre 14 heures, ce qui est génial, parce que ok aujourd'hui on met 3 heures, mais on est au tout début, et c'est le début de cette avancée. Ce deuxième tableau va nous montrer une autre avancée très importante au 19e siècle, l'avancée de la médecine. Alors ici vous avez un enfant qui est malade, qui a une maladie qui fait que ses voies respiratoires sont entravées, et vous avez un médecin ici qui est en train de lui faire subir une trachéotomie et un tubage. Donc ça va permettre en fait de dégager par un mécanisme, par un outil, les voies respiratoires afin que l'enfant puisse à nouveau respirer correctement. Alors vous voyez que le médecin qui est ici, il n'est pas tout seul. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Ici, on peut imaginer soit que c'est une infirmière, soit que c'est la maman de l'enfant. Ici, on pourrait avoir un doute, peut-être est-ce que c'est le papa ou est-ce que c'est un infirmier, on ne sait pas trop. Dans tous les cas, voilà, on a une peinture qui nous représente les avancées de la médecine et notamment ici de la médecine pédiatrique sur les enfants. Ces deux illustrations nous montrent des bouleversements qui ne sont pas des inventions, mais qui sont plutôt des conséquences de l'évolution de l'industrialisation. Vous vous rappelez, l'industrialisation, c'est l'utilisation de plus en plus d'usines, de machines pour faire avancer la production, pour construire des choses plus techniques. Donc vous avez à droite, pas du tout, à gauche,
l'intérieur d'une catégorie sociale, je vous laisse deviner laquelle, et ici vous avez l'intérieur d'une autre catégorie sociale qui est en opposition avec la précédente. Donc ici, vous l'avez reconnu, on est plutôt dans une famille pauvre. On pourrait imaginer que le père de famille travaille à l'usine. Il s'agirait d'un ouvrier. Ici par contre, vous avez le titre qui vous aide quand même, on est sur une famille bourgeoise. Alors, la famille ouvrière, là je viens de voir le titre, en fait ça fait référence à cette image qui est de ce côté-là. Donc on a une opposition entre deux classes. La classe des bourgeois, la classe des ouvriers. Donc ce qui est important de repérer, ça va être l'environnement. Chez les ouvriers, on a le strict minimum. Un lit, on a une table pour manger, un plan de travail pour faire la cuisine, une étagère pas forcément très droite pour poser ce qu'on a à poser, et c'est tout. Alors là, c'est pas une télé, hein, c'est un miroir. Encore que, je sais même pas si c'est un miroir ou un tableau. Ici, vous avez, vous voyez que le mur est pas du tout en bon état. On voit des fissures, on voit que c'est pas peint, il n'y a pas de papier peint, il n'y a rien du tout. On a le strict minimum, et puis on a un père, une mère, et puis leurs 3 enfants. Détail important aussi, vous voyez que les 3 enfants ont l'air d'être très rapprochés, d'avoir des âges très, très rapprochés. Ici par contre, on a un intérieur qui n'a rien à voir, alors avec de belles tapisseries, une cheminée avec du feu, donc ça veut dire de la chaleur, un foyer accueillant, chaleureux. On a des tapis au sol, on a même ici quelque chose de la lumière. D'accord? Ici on peut imaginer que la lumière vient uniquement de l'extérieur, même si on voit ici en fait une toute petite lampe, mais qui n'est pas allumée. Et ici on a une lampe ici, une lampe ici. Vous avez le mari qui regarde sa femme en train de donner le sein à son bébé nouveau-né. Et puis ici, c'est pas la tante, c'est pas la fille aînée, c'est une servante. Donc chez les bourgeois, la vie, le salaire permet d'embaucher quelqu'un pour aider, porter assistance à la maman. Qui vous voyez, elle est en train de donner le sein et pourtant elle est habillée avec une robe magnifique, avec des langes partout, là, des dentelles, etc. Alors que ici, on voit que l'ambiance n'est pas du tout la même. Déjà la dame, elle est toute seule pour s'occuper de ses 3 enfants, puisque le mari, on peut supposer qu'avec son travail à l'usine, il doit ne pas souvent être là. Voilà. Je vous donne les explications et après vous allez pouvoir reproduire le tableau. Donc pour ce tableau, je vous ai mis la largeur du cahier, alors je sais plus à peu près si c'est 20 cm, 18, peu importe, vous prenez la largeur du cahier, ici à peu près 15 cm, donc on va dire 6, 6 et puis ce qui reste, donc 2-3 cm pour cette ligne-là. L'objectif, ça va être, je vais vous remettre les tableaux, et vous allez me dire, les bourgeois, quel est leur lieu de vie, les ouvriers, quel est leur lieu de vie, donc vous décrivez un petit peu quelques mots-clés, pareil pour les vêtements, pareil pour la famille. Jouez le jeu, faites-le sérieusement, c'est important. Mettez bien pause, puisque sinon vous allez voir la correction, ça serait dommage. La correction maintenant, vous avez remarqué, j'espère, pour les bourgeois, on a un lieu de vie luxueux, grand, il y a une cheminée, il y a des toiles de peinture, il y a un pendule, un fauteuil, miroir, etc. Pour les ouvriers, par contre, c'est beaucoup plus petit, exigu, ça veut dire c'est vraiment très 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 petit. Et on a le minimum nécessaire comme meuble. Pour les vêtements, on a un costume pour le monsieur, une magnifique robe pour la dame. Pour les ouvriers, par contre, plutôt des vêtements très simples. Et pour les bourgeois, la famille se compose du père, de la mère et d'un jeune enfant, et une servante en plus, alors que les ouvriers, c'est vraiment le foyer familial uniquement, le père, la mère et les enfants. Je vous laisse mettre en pause pour lire le texte, répondre aux questions, et ensuite je commente. Quelle classe sociale s'oppose selon Marx et Engels? Donc, Karl Marx et Friedrich Engels, ce sont des penseurs qui vont, des philosophes même, qui vont théoriser sur une opposition entre la classe de la bourgeoisie et le prolétariat. Le prolétariat, c'est l'ensemble des ouvriers, de n'importe quel type de travaux, les cheminots, les ouvriers dans les usines de textile, dans les usines d'agroalimentaire, enfin bref, peu importe, des ouvriers.
Donc ces classes sociales s'opposent. Alors, que propose-t-il aux ouvriers? Il leur propose d'associer leurs forces, de travailler ensemble pour renverser la domination des bourgeois. En fait, Marx et Engels, ils ont repéré que les bourgeois disposent du capital, ils ont l'argent. Comme ils ont l'argent, ils vont posséder, ils vont être propriétaires d'usines. Sauf que ces usines, pour fonctionner, elles ont besoin des ouvriers qui, eux, ont uniquement leur force de travail. Ils ont seulement leurs muscles, leur force de travail pour vivre. Donc, eux, ils estiment que cette force de travail, elle est essentielle. Si les bourgeois n'avaient pas d'ouvriers, clairement, ils ne pourraient pas faire de bénéfices, ils ne pourraient rien produire. Donc, ils vont dire que les ouvriers, malgré le fait qu'ils ne sont pas éduqués, qu'ils n'ont pas fait de longues études, parfois même à cette époque, au 19e siècle, pas fait d'études du tout, ne savent pas lire, etc. Ça, c'est vraiment l'image du 19e siècle, qui n'est plus aujourd'hui le cas, évidemment. Mais en tout cas, au 19e siècle, ils vont dire que c'est pas parce que vous n'avez pas le niveau d'études suffisant que vous n'avez pas un pouvoir. Et ce pouvoir, vous ne l'avez que si vous vous assemblez ensemble pour renverser la domination des bourgeois. Vous notez ce bilan. J'ai rajouté quelques images de part et d'autre du texte pour insister donc sur l'opposition de fait entre la catégorie des ouvriers, le prolétariat, qui travaille dans des conditions très difficiles, dans des usines, il fait chaud, c'est très dangereux, il manipule des objets brûlants, voire travaille dans des mines, aussi pareil, dans des conditions très difficiles avec beaucoup d'accidents. Vous les voyez là, tellement il fait chaud, ils sont torse nu, recouverts de charbon. Et cette catégorie s'oppose aux bourgeois, plutôt représentés de manière grassouillette, parce qu'ils mangent bien, ils ont l'argent, ou alors entourés de femmes bien habillées, eux-mêmes bien habillés avec une cravate, qui ont le temps d'avoir des loisirs. Souvent, vous verrez dans la peinture de cette époque-là des représentations des bourgeois en ayant du temps libre, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent regarder la nature, lire des ouvrages, prendre le temps de se divertir, alors que les ouvriers travaillent très 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 longtemps, toute la journée, 10 heures par jour. Voilà. On continue avec le grand 4, des mouvements sociaux et nationaux. Vous notez en noir. Dans la première moitié du 19e siècle, les nationalismes se développent en Europe. Donc les nationalismes, c'est le fait que l'on va se défendre sa nation au détriment des autres. Certains peuples vivent sous une autorité étrangère et revendiquent leur indépendance. Alors, est-ce que vous vous rappelez du tableau qu'on avait étudié en début d'année sur l'Espagne qui se révoltait? C'était un tableau de Francesco Goya sur la révolte des Espagnols, des Madrilènes plus précisément, contre la domination française. Là, on est à cette époque-là, en Espagne, ça correspond à notre chapitre, mais il n'y a pas que les Espagnols qui se révoltent. On a aussi la même chose en Allemagne et en Italie. Donc ces peuples souhaitent constituer eux aussi un État-nation, c'est-à-dire que leur État corresponde à leur culture, à leur langue, et qu'il n'y ait pas une domination étrangère qui vienne les embêter. Les mouvements nationaux ne sont pas les seuls types de mouvements qui vont agiter l'Europe à cette époque-là. On a aussi des mouvements sociaux, c'est-à-dire que la société, certaines catégories sociales vont se soulever. Alors, en février 1848, c'est le début des problèmes pour le gouvernement en place. Donc, le gouvernement, à cette époque-là, on est sous le régime monarchique, avec Louis-Philippe Ier, qui a pris la couronne. Donc, on a ici Lamartine, Alphonse de Lamartine, qui est un poète, un écrivain, et tout autour, on a une foule très mélangée, très cosmopolite, avec des gens de divers horizons. On a des soldats, des gens plutôt bien habillés, des gens un peu moins bien habillés, vraiment un peu tout, des bourgeois avec des hautes formes, mais des ouvriers, des femmes aussi qui sont représentées. Donc en fait, ces gens-là manifestent parce qu'il y a une crise économique.
pour répondre à cette crise économique, le gouvernement va proposer différentes améliorations concernant l'écriture d'un droit au travail. Je vous laisse lire ce document. Donc ce document nous permet de voir que le droit au travail va être mis en place et on va proposer la création d'ateliers nationaux. Donc ces ateliers nationaux, ce sont des chantiers qui sont financés par l'État et qui permettent d'employer les chômeurs et donc de leur permettre d'avoir un revenu, et qui dit revenu dit aussi argent pour manger. Le problème, c'est que ces ateliers nationaux coûtent très cher et ils vont finir par être supprimés en juin 1848, ce qui va donner lieu à la Révolution française et donc à la création à la mise en place plutôt d'un nouveau régime politique, à savoir la Deuxième République. Vous pouvez noter un petit résumé. C'est terminé pour ce premier chapitre, donc n'hésitez pas à le regarder à nouveau s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises. Malheureusement, je ne peux pas aller aussi loin qu'en classe, le temps est un petit peu compté, je ne peux pas trop dépasser 20 minutes de vidéo, sinon c'est trop long pour vous et puis c'est trop lourd aussi comme fichier. Je vais mettre cette vidéo en téléchargement sur Arsène, Pronote et tout ça, mais je vais surtout la mettre sur YouTube en lien privé, c'est-à-dire qu'il n'y a que mes élèves qui pourront le voir, euh, puisque je vous donnerai le lien. L'espace des commentaires pourra permettre éventuellement de poser des questions, d'interagir aussi entre vous, évidemment en respectant les règles de bienséance, hein, pas question de voir des insultes ou des choses comme ça. Donc maintenant, vous pouvez passer au test de lecture. Pour le test, c'est comme la dernière fois. Je vous demanderai de bien noter le code correction pour voir les notes que je vais mettre sur vos copies. Alors quand je dis notes, c'est pas simplement la note chiffrée, mais surtout les commentaires. Puisque moi je reçois vos copies et je vais mettre des commentaires, des corrections sur ce que vous avez dit. Donc si vous n'avez pas le code correction, vous ne pourrez pas voir ce que j'ai mis sur votre copie. Ne mettez pas vos noms de famille pour des raisons de protection des données. Mettez un pseudo. Alors, il faut quand même que je puisse vous reconnaître pour mettre vos notes sur Pronote. Donc, mettez un pseudo qui forcément m'indique votre prénom au minimum. Après, voilà. Vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. Pour les 4e C, vous avez le code exercice ici. Pour les 4e E, pareil. Merci aussi de ne pas vous tromper de classe. J'ai aussi des codes pour ceux qui utilisent le smartphone, la tablette, ce genre de choses. Donc vous pouvez flasher directement ce code pour avoir accès au quiz. Ça c'est le code pour les 4C et pour les 4E. Merci.